Bonsoir à tous, c'est un département aux nombreux visages. Entre le sud très montagnard et le nord connu notamment pour ses grandes plaines agricoles, l'Isère offre une diversité synonyme de richesse. C'est aussi un département qui, comme beaucoup, a souffert de la crise sanitaire. De tout cela, nous allons parler, débattre avec nos invités candidats aux élections départementales. Et avec vous, Ève Moulinier, journaliste au Dauphiné Libéré. Ève, l'Isère promet cette année une élection assez ouverte. Oui, ça y est, nous y sommes. Après des semaines d'une campagne étrange et frustrante en raison des contraintes sanitaires, on arrive enfin au premier tour des élections départementales. C'est dimanche et c'est en même temps que les régionales. Et en Isère, il s'agit d'élire 29 binômes paritaires, un homme, une femme, sur 29 cantons, soit 58 élus. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Le département va-t-il rester à droite ? Le président Jean-Pierre Barbier va-t-il conserver son petit fauteuil de président ? Lui qui, en 2015, a mis fin à 14 ans de règne socialiste en Isère. La gauche va-t-elle prendre sa revanche, monsieur Benjamin Trocmé, elle qui part unie, ou presque, sous la bannière du printemps isérois ? Le Rassemblement national, monsieur Joly, va-t-il décrocher les cantons et avoir pour la première fois des élus au conseil départemental de l'Isère ? Et enfin, à un an de la présidentielle, on va beaucoup regarder, je pense, le score de La République En Marche sur ces élections. Les candidats, vous les avez déjà aperçus, ils sont avec nous ce soir pour une heure de débat. Jean-Pierre Barbier, bonsoir. Bonsoir. Candidat sur le canton de la Bièvre, premier canton de l'Isère. Vous êtes, Ève le disait à l'instant, président sortant Les Républicains du département de l'Isère. Merci d'être avec nous. Sandra Motin, vous êtes candidate sur le canton de Charvieux-Chavagneux. Vous êtes députée de La République En Marche depuis 2017. Bonsoir. Alexis Joly, bonsoir. Bonsoir. Candidat sur le canton d'Échirolles, conseiller régional sortant, conseiller municipal d'opposition dans cette même ville. Vous représentez le Rassemblement national, dont vous êtes le patron en Isère. Merci à vous aussi d'être avec nous. Merci de votre invitation. Benjamin Trocmé, vous êtes candidat à Grenoble 1. Vous êtes candidat donc sur ce canton. Vous êtes aussi conseiller départemental sortant. Vous êtes membre de LV et vous représentez ce soir le printemps isérois, cette large alliance des gauches. Mesdames, messieurs, vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau parce que vous représentez les principales forces politiques en lice pour ce premier tour en Isère. C'est à ce titre que nous vous avons invité. Par respect des règles d'équité des temps de parole, nous vous demanderons de ne pas parler de vos cantons spécifiques afin de ne pas léser vos adversaires qui ne sont pas présents sur ce plateau. C'est aussi pour ça que les noms de vos adversaires sont apparus à vos côtés lors de cette présentation. Ceci étant dit, Ève, place au débat. Nous vivons actuellement une période totalement chamboulée. Ce sont toutes nos vies qui ont été dérangées, ébranlées par la crise sanitaire, qui ne fut pas sans conséquence non plus sur la politique sociale du département. Or, je le rappelle, quelle est la première compétence du conseil départemental ? C'est la solidarité. Jean-Pierre Barbier, on a vu une explosion du nombre de demandeurs de RSA en Isère. 2000, a priori, à la sortie du premier confinement. Le département, aujourd'hui, en fait-il assez pour ces gens qui ont souffert de la crise sanitaire ? Alors, le département en a fait déjà beaucoup, puisqu'en 2015, quand nous sommes arrivés, il y avait 25 000 demandeurs de bénéficiaires du RSA. Juste avant la crise, on était à 23 000, il y en avait 2 000 de moins, et avec la crise, on en a 2 000 de plus. Mais moi, je ne suis pas plus inquiet que ça sur ces demandeurs du RSA. On a mis en place des mesures d'accompagnement à l'insertion très fortes sur le budget 2021. On a augmenté de 10% le budget insertion pour faire en sorte que ces personnes qui ont perdu leur emploi ou qui se trouvent bénéficiaires du RSA trouvent rapidement du travail. Moi, j'estime que tout ceci va se réguler avec la reprise économique et qu'on reverra la baisse de nombre de bénéficiaires du RSA parce que notre politique au niveau départemental, c'est d'accompagner les gens pour les ramener vers l'emploi. C'est ce qu'on fait depuis 2015. C'est ce qu'on va continuer à faire en accentuant un peu les choses à l'issue de la crise. Benjamin Trocmé, puis Sandra Motin, vous partagez cet optimisme ? Je ne sais pas si c'est un optimisme en termes de bilan de ce que peut dire M. Barbier. Nous n'avons pas du tout la même vision sur les dépenses d'insertion. Certes, il y a eu des choses, mais il faut quand même bien penser que vos dépenses d'insertion, vous les avez baissées pendant 6 ans. On a perdu plus d'1 million sur le plan départemental d'insertion vers l'emploi. Tout ce qui est l'insertion sociale, ce qui est très important, ce premier volet pour vraiment remettre des personnes dans un bon parcours d'emploi. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été perdus, et notamment sur la jeunesse, parce que là, il y a un vrai enjeu sur la jeunesse, puisque la jeunesse était très précarisée, même déjà avant la crise sanitaire. Il y avait 2 fois plus de jeunes en situation de précarité que dans toute autre tranche d'âge. Et bien, sur ces publics-là, vous avez baissé le fonds d'aide aux jeunes de 500 €, vous avez baissé l'aide au foyer de jeunes travailleurs de 200 000 €, et de même façon, sur les contrats aidés, vous avez également baissé les aides aux contrats aidés.
Et de la même façon sur les missions locales. Donc vous avez une vision de votre politique, nous n'avons pas du tout la même. Et sur la jeunesse, il y a eu vraiment des vrais manques pendant 6 ans. Donc nous considérons qu'il faut passer à un autre niveau pour vraiment pouvoir absorber les conséquences du Covid. Et c'est pourquoi nous portons des propositions qui sont radicalement en rupture avec ce que vous avez porté pendant 6 ans. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, j'imagine. Mais justement, quelle proposition ? La première proposition, il y a un vrai enjeu sur la jeunesse. C'est vraiment quelque chose des personnes qui ont été précarisées, qui n'avaient plus de petits boulots. Et il nous semble crucial de vraiment agir sur ces personnes-là qui étaient déjà en forte précarité. Et pour cela, nous portons le Printemps isérois. Le Rassemblement de la gauche et des écologistes porte le revenu de solidarité jeune pour redonner une perspective aux jeunes. Ce revenu de solidarité jeune, ça va permettre à toutes ces personnes de moins de 25 ans, il faut le rappeler, les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. Et donc, ils sont dans une grande précarité. On a tous vu ces files d'attente devant les banques alimentaires. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus les moyens de se loger, qui n'ont plus les moyens de se nourrir. Et il faut ce revenu de solidarité jeune pour que ces jeunes-là puissent se nourrir, se loger et enfin se projeter dans la vie, faire un projet de vie Sandra pour pouvoir Motin, rebondir. Comment vous vous positionnez entre la politique menée par Jean-Pierre Barbier et les propositions du Printemps isérois aujourd'hui ? Alors, je partage l'optimisme effectivement de M. Barbier sur la situation économique. En tout cas, nous faisons tout aujourd'hui pour faire en sorte que cette reprise économique soit la plus forte possible. Et les résultats que nous constatons aujourd'hui sont très bons. Donc, on a toutes les raisons d'avoir de l'espoir. Et contrairement à M. Trocmé, je crois qu'effectivement, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est du travail. C'est pas une allocation. Donc, je dirais qu'on peut quand même mieux faire, Monsieur Barbier, que ce que vous avez proposé. On peut être un peu plus ambitieux. Et d'ailleurs, on le démontre. Comment ? En continuant, en fait, d'abord à soutenir effectivement les politiques que sont la garantie jeune, que sont en fait tout le plan Un jeune, une solution, en s'impliquant aussi dedans, au niveau du département, en faisant en sorte, par exemple, de prendre des jeunes dans le cadre de la garantie jeune, dans le cadre de l'apprentissage également, puisque le département peut prendre des apprentis, peut prendre des contrats de pro. Il y a 20 000 jeunes aujourd'hui en Isère qui ont bénéficié déjà de ce dispositif Un jeune, une solution. On peut encore faire mieux, j'en suis persuadée. Et puis, il y a aussi l'engagement qu'on doit prendre sur les structures d'insertion par l'activité économique. Ça, c'est vraiment au cœur de nos propositions. Finalement, on peut créer un cercle vertueux. Ces personnes qui sont au RSA, elles ne vont pas forcément reprendre un job standard du jour au lendemain. Elles ont besoin de structures, finalement, pour leur faire un pas vers l'emploi avant d'aller vraiment vers un emploi stable. Et donc, ces structures-là, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on en crée plus. Et pour ça, là encore, le département a un rôle à jouer, notamment via ses achats, via sa commande publique, pour favoriser ce type d'achat vers des structures d'insertion par l'activité économique. Alexis Joly, votre avis sur le RSA jeune ? Je pense que la gauche, comme d'habitude, nous présente une solution qui vise finalement à sortir le chéquier et à financer, on ne sait pas comment, des aides sans véritablement axer sa politique sur les acteurs de la création de richesse. Je pense qu'effectivement, le département doit recréer de la proximité, du lien, de la solidarité, de la santé, évidemment. Mais encore une fois, il faut le financer. Comment financer des formations ? Comment financer le RSA alors qu'aujourd'hui, la gauche et la droite partagent cette même point de vue qui vise à entretenir et à accueillir davantage, toujours plus de migrants, des mineurs isolés qui coûtent entre 40 et 50 000 euros. On y reviendra sur la question des mineurs isolés. Là, vraiment, la question du RSA jeune. Et ça crée... Voilà, je vous ai déjà répondu. C'est assez facile de sortir le chéquier sans annoncer comment financer. Alors moi, je suis assez favorable à ça. L'Isère est un département riche. A priori, je ne peux pas être contre un RSA jeune. Je parle sous le contrôle des élus que vous êtes. L'Isère est le 13e département le plus riche de France, Jean-Pierre Barbier. Encore faut-il le financer, et la gauche ne nous explique jamais comment financer tout cela. Alors, écoutez, le RSA jeune, Monsieur Trocmé, si la seule perspective que vous offrez à un jeune de 18 ans, c'est de lui donner une allocation, alors oui, on ne partage pas du tout. Avec on ne partage pas du tout le même point de vue. On partage pas du tout. Laissez-moi terminer, M. Trocmé, je peux parler. On ne partage pas du tout le même point de vue. Un jeune, ce qu'il veut à 18 ans, c'est qu'on l'accompagne pour trouver du travail. La formation, c'est la région. Est-ce que vous savez combien il y a de dispositifs pour les jeunes au niveau national ? Il y en a 38. Ne me dites pas qu'on ne fait rien pour la jeunesse. Simplement, il faut que le département s'occupe de ces publics. Vous voulez intervenir sur tous les publics, et ce que vous dites dans votre programme, c'est que ce RSA jeune, ou appelez-le comme vous voulez, c'est simplement la marche pour aller vers le revenu universel.
idée extraordinaire d'innovation de la gauche, c'est écrit dans votre programme, idée extraordinaire d'innovation de la gauche, qui ressort ça des cartons de M. Hamon, qui avait fait 6% à la primaire des présidentielles. C'est extraordinaire. Quelle imagination, vous répondre, Jean-Pierre Barbier. Sur la pertinence de certains dispositifs, ce qu'a pu dire Motin, oui, et bien Madame Motin, pardon. C'est une habitude chez eux. Excusez-moi. 17 ans d'armée, ça va, avec mon père, ça va. J'ai l'habitude d'être appelé par mon nom de famille, j'en prends pas ombrage. Donc, certains dispositifs qui ont une certaine efficience, la garantie jeune, le dispositif Un jeune et l'emploi, sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qui est vu dans la métropole de Lyon, puisque la métropole de Lyon a mis en place un revenu de solidarité jeune, c'est qu'il y a certains trous dans la raquette. On ne parle pas de millions de jeunes, ni même de dizaines de milliers de jeunes. Vous parlez de 5% des jeunes. C'est toujours pareil, c'est 5% des jeunes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des trous dans la raquette. Et des trous dans la raquette qui font qu'il y a certains jeunes qui ne se retrouvent pas dans certains dispositifs et qu'il faut leur offrir une perspective à ce moment-là. Et moi, quand j'entends M. Joly remettre en cause le RSA, je veux dire, qui aujourd'hui remettrait en cause le RSA? Vous rêvez, monsieur. Qui aujourd'hui remettrait en cause le RSA? Vous rêvez, monsieur. Donc le RSA est un dispositif qui a pu faire débat en son temps et qui maintenant ne fait plus débat. Donc en quoi ce RSA on devrait exclure les 18-25 ans de ce RSA? Donc c'est pour vraiment des cas très particuliers. La métropole de Lyon l'a fait, c'est budgété. Il y a un public, il y a un vrai public là-dessus. Et donc, il y aura aussi un public en Isère. Alexis Joly, vous ne remettez pas en cause le RSA? Bien évidemment, bien sûr que non, on ne remet pas en cause le RSA. Par contre, on veut davantage de contrôle. Tout le monde ici fait semblant de nier tous les abus de la fraude au RSA. Lorsque des personnes roulent en Ferrari, en Lamborghini, en tout ce que vous voulez, et qui touchent les minimums sociaux, ça pose un problème. On peut aussi pas beaucoup de Ferrari dans les rues de Grenoble. Eh bien, vous devriez un peu bouger et vous déplacer dans les quartiers populaires. Je connais plutôt bien la ville. Certains quartiers qui sont tenus par la drogue, et vous verrez évidemment qu'il y a des abus, des fraudes au RSA, et qu'il faut évidemment garder ce dispositif, mais il faut aussi le contrôler. Et quand on parle du RSA jeune, il faut pouvoir le financer. Et moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on finance ça, puisqu'on finance évidemment tout un tas de prestations sociales. Il y a des fraudes au RSA en Isère? Non, mais moi, je suis parfois surpris des discussions et de la méconnaissance, je suis désolé, M. Joly, du fonctionnement du département. Nous avons remis en place, en 2015, une cellule de contrôle des bénéficiaires du RSA, contrôle qui est aussi effectué, on vient en complément de la CAF. Tout ceci est sous contrôle. La fraude sociale s'élève à 20 milliards d'euros en France. Mais écoutez, je sais bien que vous êtes en campagne nationale. Je sais bien que vous êtes en campagne nationale pour Mme Le Pen, mais on a des sujets départementaux et au niveau du département d'Isère. Au niveau du département d'Isère, il n'y a pas de fraude au RSA en Isère. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'en tout cas, la fraude, on la chasse. Les électeurs de droite apprécieront, M. Barbier. Sandra Motin. Sûrement. Franchement, je trouve assez insupportable, effectivement, les raccourcis que vous faites systématiquement entre des gens qui ont besoin d'aide, qui sont aujourd'hui au RSA, et des trafics, de la fraude, de l'immigration. Vous êtes vraiment une caricature de votre patronne, de Mme Le Pen, une mauvaise caricature. Vous, madame, et je vous assure vous êtes dans une posture, les électeurs madame. En général, ils et comme préfèrent vous avez l'original déjà à la une gauchiste, forcément, vous je ne mettez pas en cause cela. Je ne vais même pas écouter vos insultes, ça ne m'intéresse pas. Par contre, madame, c'est pas une insulte. On va effectivement pas forcément s'insulter, c'est pas l'objectif ce soir, ça n'élèverait pas le débat. Sandra Motin, s'il vous plaît, je vous laisse continuer. Concrètement, la lutte contre la fraude, elle doit exister effectivement, mais elle ne doit pas être le cœur de la politique qui est menée. Bien évidemment qu'il faut faire attention, et le département l'a fait. Peut-être que c'était un peu trop au cœur de votre politique, et que je pense que, pour ma part, l'accompagnement doit être renforcé. Mais concrètement, les deux doivent être faits. Ça, c'est une évidence. Et pour ça, il faut des structures, il faut des moyens. Pour les jeunes, on a mis en place beaucoup de choses. Et pour ceux, effectivement, comme vous le dites, qui des fois sont dans les trous de la raquette, nous, notre objectif, c'est aussi d'aller vers eux. Et donc, c'est d'avoir une politique d'aller vers, de faire en sorte que les gens puissent avoir des droits réels et pas des droits théoriques, qu'ils puissent recourir aux droits desquels ils peuvent bénéficier. Et donc, ça, c'est vraiment important. C'est un travail de terrain. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents, il y a 4600 agents du département qui font un travail fantastique. Il faut qu'on continue, effectivement, il faut qu'on les aide à continuer à faire ce travail-là, d'aller vers. En quelques mots, Jean-Pierre Barbier, parce que ce serait bien d'avancer sur les autres thématiques, en quelques mots. Non, mais simplement, M. Joly, quand il dit les électeurs de droite seront contents, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, parce que lui, il dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Alors, il faudra qu'il nous explique comment vous il se situe. êtes de droite, mais vous êtes un gauchiste également, ou alors un centriste très assumé. Jean-Pierre Barbier, gauchiste. Écoutez, on ne m'a jamais traité de gauchiste. Depuis 18 ans. Vous avez dans vos candidatures des gens qui viennent de la gauche et qui sont dans la majorité. Nous nous égarons, messieurs, s'il vous plaît, nous nous égarons. Alexis Joly, vous parliez. Alexis Joly, s'il vous plaît, Jean-Pierre Barbier, s'il vous plaît. Sur les RSA, simplement. En quelques mots. Sur les RSA,
Cellule de fraude de lutte contre le RSA, il y a nous, 4 agents, plus la CAF. On contrôle et je peux vous assurer qu'on le fait. Est bien passé. L'accompagnement, c'est plus de 400 agents. Donc on est sur l'insertion. L'accès au droit, Madame Motin, je suis désolé. Le département le fait, mais c'est un rôle majeur de la CAF. C'est la CAF qui s'occupe de ça, c'est pas le département. Enfin, il y a un moment, il faut aussi que... Voilà pour le RSA. On va avancer un petit peu, parce que sinon on va faire 1 heure de débat sur le RSA. C'est très intéressant. Mais il y a d'autres thématiques. Alexis Joly, vous parliez tout à l'heure des mineurs non accompagnés. Thématique qui est revenue dans cette campagne ici en Isère, notamment via un affrontement que vous avez eu avec la gauche, avec le Printemps isérois. Vous remettiez en cause l'aide apportée à ces migrants dans vos documents de campagne. Je propose qu'on regarde ce témoignage et ensuite nous en discuterons. Malik et Alassane ont fui la Guinée-Conakry bien avant leurs 18 ans. Depuis leur arrivée en France, leur intégration relève du parcours du combattant. Arrivé en mars 2020 à 16 ans, Alassane a été 2 fois reconnu mineur par un juge des enfants, décision 2 fois contestée par le département de l'Isère. Conséquence, 10 mois perdus dans sa scolarité et des semaines passées à dormir dehors. C'était dur pour moi sur le plan scolaire par rapport à cette refus de minorité. Le mois de septembre, je n'ai pas pu commencer les cours parce que je n'étais pas reconnu mineur, tout. Et voilà, c'était dur moralement aussi quand tu es dans un pays où tu ne connais pas quoi faire. Être abandonné comme ça, c'est pas facile. Quand ils arrivent à cette étape-là de reconnaissance de minorité, puisqu'ils doivent montrer qu'ils sont mineurs, et c'est normal qu'il y ait une évaluation, ils se retrouvent à nouveau sous des suspicions, suspectés de ne pas être mineurs plutôt que être dans un climat de bienveillance. Alexis Joly, ces témoignages, ils vous inspirent quoi ? Écoutez, tous les témoignages, c'est vrai, sont touchants, bien évidemment, mais moi je pense aussi à tous ces Français qui, malheureusement, ne bénéficient pas forcément de la solidarité de toutes les collectivités, que ce soit d'abord de l'État, de la région ou même du département. Et il faut dire aussi les choses. Le coût d'un mineur isolé dans les départements, c'est un rapport du Sénat, qui n'est pas de majorité Rassemblement National. C'est un rapport du sénateur Loïc Hervé de Haute-Savoie. C'est entre 40 000 et 50 000 euros le coût d'un individu par an. Ça représente des sommes colossales pour le département, autant de sommes qui ne sont pas du coup, pardonnez-moi. En Isère, il y a, selon le ministère de la Justice, 294 mineurs non accompagnés, dont 30% originaires du Mali. En Haute-Savoie, département moins peuplé, on compte 225 mineurs non accompagnés. Proportionnellement, il y a plus de mineurs non accompagnés en Haute-Savoie. C'est la vice-présidente de M. Barbier qui a déclaré il y a 2 ans, je crois, que le département de l'Isère était le département en France qui avait accueilli le plus de mineurs isolés. Voilà. Et forcément, ce sont des coûts qui se répercutent malheureusement sur des budgets qui pourraient être investis notamment en matière de santé pour les personnes âgées ou pour la sécurisation des routes, pour la culture, pour l'investissement dans le tourisme, etc. Et c'est ça ce que nous regrettons. Benjamin Trocmé, la gauche, le Printemps isérois, est montée au créneau à la suite de ces propos, de ces tracts de campagne. Pourquoi aujourd'hui, selon vous, faut-il combattre ces arguments d'Alexis Joly ? Il y a plusieurs points. Tout d'abord, M. Joly a déjà montré tout à l'heure qu'il était fâché avec les chiffres. Il a confondu la fraude sociale et la fraude aux cotisations sociales, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc visiblement, vous avez un problème avec les chiffres. Deuxième chose, il y avait aussi dans ce tract quelque chose qui nous a profondément choqués. Il y a 2 choses qui nous ont profondément choqués. Une deuxième chose, c'est que vous avez assimilé les mineurs non accompagnés à l'explosion de la délinquance, ce qui est totalement faux. C'est les mêmes genres d'amalgames. Ça, c'est votre avis, monsieur. C'est le même genre d'amalgame qui a pu dénoncer Mme Motin. Ce n'est pas la vie, monsieur. Ce n'est pas la vie des personnes qui habitent dans le boulevard Joseph Vallier et qui subissent Laissez-moi terminer, vous terminerez ensuite. Laissons, s'il vous plaît, Benjamin Trocmé développer son point de vue. Vous pourrez répondre. Vous pourrez répondre tous et toutes. Laissons, s'il vous plaît. Alexis Joly, s'il vous plaît. Messieurs, on ne s'entend plus. Allez rencontrer les personnes qui souffrent. Mais ça, forcément, c'est le logiciel de gauche et vous refusez de le voir. Messieurs, s'il vous plaît, mettons-nous à la place des téléspectateurs. Il est tard ce soir, les téléspectateurs ont besoin de clarté. Écoutons-nous parler. Benjamin Trocmé, je vous en prie. Donc de la même façon que ce qui a été dénoncé tout à l'heure par Mme Motin, vous faites des amalgames entre la délinquance et les mineurs non accompagnés. Et par ailleurs, vous qui êtes si fort pour prôner la tolérance zéro, vous mettez sur un tract que vous ne financerez plus du tout l'aide sociale à l'enfance pour les mineurs non accompagnés. Donc vous, président du département, vous ne ferez pas ce que vous demande la loi, vous irez contre la loi qui vous demande d'accueillir ces enfants, parce que ce sont avant tout des enfants. Et ces enfants, dernière chose, je cite une
position très claire de la part du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère il y a quelques années, aussi du directeur de l'IMT, qui a dit que ces personnes-là, qui avaient un parcours de vie très compliqué, étaient souvent très motivées et qu'ils arrivaient très bien à rentrer dans un parcours d'insertion professionnelle. Donc voilà tout ce que vous ne dites pas. Donc vous faites des amalgames et vous niez cette réalité-là. La réalité, monsieur, et vous la niez d'ailleurs, il suffit, je vous prends un témoin, beaucoup de grenoblois que vous refusez de voir. La réalité, c'est que évidemment, lorsque on importe des populations en nombre, d'ailleurs, on importe. Bien sûr, parce que on importe, mais c'est scandaleux parce que vous terme, donnez des importe. signaux constamment, monsieur. L'État l'a fait, le département Alors, l'a fait, on va la pas laisser gauche le s'installer fait. un match à s'il deux vous sur plaît. ce plateau. J'aimerais S'il- qu'on entende aussi le point de vue de Sandra Motin, puis de Jean-Pierre Barbier, et ensuite on avancera également dans les problématiques que nous avons à traiter ce soir. Sandra Motin, une réponse tant à Alexis Joly qu'à Benjamin Trockmé. Une position, en fait, une vraie position. Il faut être ni angélique ni populiste sur ce sujet-là. Il ne faut pas être angélique parce qu'effectivement... Donc la gauche est trop angélique et il faut angéliste s'assurer, et le... bien sûr, il faut s'assurer que les personnes qu'on accueille... Et on est fiers en France d'être une terre d'accueil, une terre d'asile pour des gens qui fuient des pays dans lesquels ils sont en danger. Et ça, je crois qu'il faudra toujours qu'on en soit très fiers. Simplement, effectivement, il faut qu'on accueille les personnes qui doivent être accueillies. Et donc, il est nécessaire de faire un certain nombre de contrôles, toujours en respectant les droits des personnes. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il est hors de question de verser dans le populisme non plus. Il n'y a pas un lien absolument direct entre l'immigration et la délinquance. C'est n'importe quoi de dire ça, concrètement. Par contre, il est clair qu'il faut mettre les moyens aussi pour accompagner correctement ces jeunes. Monsieur Barbier, vous avez inauguré, ou en tout cas annoncé la création d'un centre psychologique pour les adolescents sur votre territoire, je crois, dans une Non, ancienne pas du tout, maison. c'est à Alors la Tronche. c'est moi qui me trompe, pardon. Mais en tout cas, Avec le dans le chef. département. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Je vous appelle aujourd'hui, maintenant, ici, à y accueillir ces jeunes qui sont traumatisés, Mais prenez-les chez vous, madame. qui ont besoin effectivement de toute l'attention. Prenez-les, madame. Parce que pour s'insérer, ils ont besoin certes d'avoir un parcours d'insertion, et notamment par l'emploi. On voit qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise, des petits artisans qui se sont mobilisés récemment pour l'accueil justement de ces jeunes et pour les garder en France, pour qu'ils aient des droits à continuer à travailler. Je crois aussi que le département pourrait être fier de s'occuper d'eux, psychologiquement aussi, pour leur bien-être, pour leur santé. Il y a des choses qui sont faites, je ne le nie pas. Voilà qui amène mais je une pense qu'on réponse peut encore de Jean-Pierre faire Barbier. mieux. Oui, pour rappeler un peu les choses. Les mineurs non accompagnés, c'est la protection de l'enfance d'une manière générale. La protection de l'enfance sur le département de l'Isère, c'est 6 000 enfants. Premier Les point. associations disent souvent, et c'est le Attendez. cas de la CIMAD, que le département attaque et conteste la minorité de ses enfants. Attendez, vous permettez. 2017, le département de l'Isère est submergé par 2400 entrées de supposés mineurs non accompagnés. La loi nous oblige à faire une évaluation. L'évaluation était confiée à une association plutôt militante et qui avait plutôt tendance à classer tous les arrivants majeurs, mineurs, ce qui posait un vrai problème. On vous a pas entendu, M. Joly, à ce moment-là. Moi, j'ai agi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, on a fait une cellule d'évaluation avec des fonctionnaires territoriaux qui devaient évaluer si les jeunes étaient mineurs ou non mineurs. Ensuite, ce qu'on a fait, et grâce à un vote au niveau national, on a pu prendre les empreintes biométriques. On a mis en place, on est le seul département de France. On est le seul département de France à avoir pris le fichier d'empreintes biométriques en lien avec la préfecture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a permis, et c'est pour ça que je suis moins tranché que de prédécesseurs sur ce que vous avez dit, on avait constaté en 2017 qu'effectivement, il y a des filières de délinquance qui se servaient chez ces jeunes. Mais ça, c'était avant, Monsieur Joly, avant quand vous ne préoccupiez pas de tout ça. Aujourd'hui, 2400 en 2017, aujourd'hui, c'est 3 par mois qui sont mineurs, qui proviennent de zones de guerre, comme la loi nous y oblige. Moi, j'aimerais quand même demander à M. Joly, parce qu'il a dit, vous allez voir avec Marine Le Pen, il n'y aura plus de On va mineurs. avancer Est-ce que quand vous même êtes dans pour le ou contre le débat. droit d'asile, M. Joly? En quelques mots, Alexis Joly, la réponse appelle d'ailleurs une réponse très claire, Est-ce oui que ou non. vous savez d'où viennent la provenance des mineurs isolés qui viennent s'installer en 30% Isère? dans l'Isère sont maliens, Et le 28% sont guinéens. Le Maroc également. Dans des conditions La Côte d'Ivoire dans des également. proportions Les bien pays qui moindres. sont en guerre, évidemment, tout le monde le sait. Hein.
Le problème, si vous Alexis voulez, Joly, c'est que la on question a été posée par Jean-Pierre Barbier, elle appelle une réponse claire. Bien sûr que non. Oui on n'est ou non, pas êtes-vous contre le pour droit le droit d'asile, on d'asile est pour Vous êtes pour le droit d'asile un durcissement, en tout cas des Ah, contrôles. mais vous êtes pour ou contre le droit On d'asile n'est pas contre le droit On d'asile. s'éloigne un peu, Nous ne sommes messieurs. pas contre le droit Ah bah, d'asile. ça m'arrange monsieur. parce que M. Cotarac est pour. On Non, s'éloigne n'est pas un petit contre, peu des non, problématiques non. purement Simplement, on n'est départementales. pas pour l'accueil des migrants, l'accueil des clandestins, l'accueil de Et toutes je les pense que le migrations. message est passé. Comme vous avez fait, Messieurs, s'il vous plaît, ne repartons pas. Comme le continue de le faire En Marche, et comme vous voudrez bien faire encore davantage. Le message est passé, on a bien compris qu'il y avait des clivages politiques. Il y en a vraiment beaucoup ce soir. On aurait beaucoup à dire. Et vos questions. Messieurs, s'il vous plaît, pensez à nos téléspectateurs. On ne vous entend pas là. On ne vous entend pas. C'est malheureux. Voilà, Ève, on va passer à la suite avec vos questions politiques qui ne risquent pas d'apaiser le climat de ce débat. On vous écoute. Je sais pas. En tous les cas, moi, je veux revenir à la politique pure. Cette période, elle est aussi troublée sur le plan politique. On a vu beaucoup de changements, beaucoup d'allers-retours. Et j'ai besoin de clarifier les choses ici, en Isère. Monsieur Barbier, vous êtes républicain. Madame Motin, vous êtes marcheuse. Pourquoi vous n'êtes pas mis d'accord tous les deux, alors que dans d'autres départements, des alliances ont été conclues? Je vous dirais que dans d'autres départements, effectivement, des alliances ont été conclues, avec la droite comme avec la gauche, très clairement. Ici, on a voulu aussi marquer notre différence. On n'a pas que des désaccords, évidemment, avec l'équipe sortante. C'est sûr, vous avez voté le Mais budget. concrètement, on a aussi des points sur lesquels on diverge. Vous savez, notre ADN, finalement, c'est le « en même temps ». Et moi, je vous en suis fière. C'est dire qu'on sait travailler en même temps avec la droite ou avec la gauche, selon les projets, selon les idées, selon ce qui est porté. Et c'est ce qu'on continuera à faire. Donc, on est purement dans notre rôle. Je crois aussi qu'on a besoin de cette implantation locale. Mais on a montré, et j'en finirai par là, sur 2 cantons, notamment celui d'Échirolles, qu'on pouvait soutenir les mêmes candidats parce qu'il y avait une vraie raison de le faire. On va faire sur attention ce à ne terrain-là. pas trop cibler les cantons en particulier. On va donc revoir la liste des candidats à Échirolles. Merci pour ce rappel, Sandra Motin. J'en ai un autre quand même pour dire, il y a un autre canton dans le Nord-Isère sur lequel le Printemps isérois soutient un binôme que nous soutenons également. Voilà. Donc les alliances tant Je avec la n'en droite dirai pas qu'avec la plus gauche. pour ce On va revoir ce les côté-là. candidats sur le canton d'Échirolles, qui est aussi le vôtre, Alexis Joly. Ève, on vous écoute. Jean-Pierre Barbier, pourquoi pas d'alliance? Les marcheurs ont voté le budget. Écoutez, moi, je ne me préoccupe pas des stratégies de partis politiques. Partis politiques, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à 1 an des présidentielles, donc tout le monde a ça dans le viseur. Moi, je ne m'en préoccupe pas. Moi, je suis pour l'Isère. Et j'ai pas changé depuis 2015, Monsieur Joly. Moi, c'est l'union de la droite, du centre et de la société civile. Ensuite, c'est une élection territoriale. Moi, les oukases de partis politiques, je n'y crois pas, je n'y crois plus. Sur les cantons, quand certains ont trouvé des accords, il y en a un seul, sur 29. C'est tout. Je ne veux rien imposer. Moi, vous savez, je suis pour la liberté de conscience des gens. Moi, les gens qui seront élus conseillers départementaux dans ma majorité pourront voter pour qui ils veulent à la présidentielle. C'est pas mon affaire. Donc moi, ce que je veux, c'est des gens motivés et d'accord avec mon bilan, d'accord avec mon programme, et ceux qui sont venus vers moi, je ne les ai pas rejetés. Mais je n'ai pas d'accord ni avec La République En Marche, ni même avec le MoDem, puisqu'on voit que le MoDem soutient qui il veut, La République En Marche soutient qui elle veut. Moi, je soutiens mes candidats sur 29 cantons. Très bien. Benjamin Trocmé, je me tourne vers vous pour parler de la gauche. Vous êtes présent sur ce plateau et vous représentez le Printemps isérois. Donc, on rappelle, c'est l'union de toutes les gauches. Et des écologistes. Et des écologistes. En cas de victoire de la gauche et des écologistes, est-ce que vous serez président du département? C'est pas là la question. Si, c'est ma question. C'est pas ma réponse. On est aujourd'hui avant un premier La question tour. est assez claire. On est là avant un premier tour. Nous, ce que nous portons, c'est un programme. C'est comme ça, en fait, que s'est construit ce rassemblement. Ce rassemblement, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes, où nous avons construit ce programme depuis plusieurs années, plusieurs mois, parce qu'on a vraiment observé ce qui se passait au département, sur la dégradation de la politique sociale, sur le manque de politique volontariste en termes de transition écologique, et c'est ça qui nous a vraiment soudés pendant tout ce mandat. Et à partir de ce moment-là, nous avons construit ce programme. Il y a eu d'autres partis politiques qui n'étaient pas représentés au département qui nous ont rejoints. Il y a également des citoyens. Et c'est vraiment cette union unique en Isère, et quasiment aussi unique en France, de la gauche et des écologistes, pour porter un programme radicalement différent de transformation sociale,
de justice écologique. Mais on a besoin d'un chef, on a besoin d'une représentation, d'une incarnation. Ah bah ça, c'est une vision vraiment de droite, quoi. D'accord. Nous, le chef, c'est Non, mais puisque c'est une vision de droite... on ne s'ennuie pas, vous êtes de droite, Jean-Pierre Barbier est gauchiste. On rebat toutes les cartes ce soir, monsieur Lab. J'ai juste une question. C'est Si pas une vous étiez critique. très nombreux au début avec la France Insoumise, on reçoit ces tracts, dites donc le logo de la France Insoumise a disparu, donc vous en avez peut-être perdu en route. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième maintenant, point, Jean-Pierre Barbier qui fait des questions. qui me Décidément, ce paraît débat est plein de quand même surprises. intéressant, c'est que vous prenez dans tous vos documents, la transparence, associer les Isérois à toutes les décisions, et au moment où il faut trouver un président et choisir, vous les associez pas. Mais vous allez les associer quand, M. Trocmé? Mais c'est pas du tout le compte aujourd'hui. Vous avez dit que c'est des élections territoriales. Nous, ce que nous portons, c'est un programme radicalement différent, et il sera incarné par la personne qui devra l'incarner. En fait. Il y aura un vote à l'intérieur du printemps isérois pour désigner la présidente ou le président, et les choses viendront en temps utile. Ce n'est pas un troisième C'est le tour en 1er métro. juillet, hein, c'est une obligation Jean-Pierre légale. Barbier, vous en avez cas de il y aura second une tour entre le élection Printemps isérois et le Rassemblement national, ou en cas de second tour entre La République En Marche ou le Rassemblement national, comment vous positionneriez-vous? Est-ce que le Front républicain, vous l'appelleriez de vos voeux? Écoutez, d'abord, on est avant le premier tour. Le Mais c'est dans 10 jours, le deuxième tour. Le Front républicain, c'est quoi? Moi, ce que je vous dis sincèrement, hein, et je suis les Républicains et je ne renie pas mon étiquette, c'est très clair, tout le monde le sait, ça fait On a des vu années visiblement que vous ça aviez du dure. mal à vous entendre tous les deux. Pardon? On a vu que vous aviez du mal à vous entendre tous Pour les le deux. moment. Mais attendez, mes adversaires sont autour de la table. Monsieur Joly est un adversaire. Le Front National est présent sur tous les cantons. Le Rassemblement national est un peu démodé, M. excusez-moi, Barbier. je suis un moi j'aimais bien le Front. Mais bon, voilà, moi aussi. le Notre Rassemblement révélation. national est présent sur tous les cantons. C'est un adversaire comme les autres, comme le Printemps isérois. Enfin, je veux dire, la question, elle n'est pas là. Vous savez, les électeurs, ils feront leur choix. Mais il faut arrêter de prendre les électeurs pour des gens qui vont suivre des étiquettes. Donc il n'y a pas de consigne de vote Arrêtez de les prendre pour des idiots et Ben essayer oui. de cacher oui. des C'est étiquettes, vous y qui dites compris ça, dans votre Madame équipe. Motin. Mais C'est-à-dire quelles étiquettes? C'est-à-dire qu'on sait très bien, il y a dans la liste de M. Barbier quelqu'un qui a été candidat à la législative 2017 Écoutez, et au madame, sénatorial vous sous étiez étiquette il y a quelques FN. jours avec un ancien candidat du Rassemblement Voilà. national. Madame Motin. Pardon. Vous étiez il y a quelques jours en photo avec un ancien candidat du Front National. C'est-à-dire ça En 2015. Qui Et ça ben vous regarderez vos photos. Ça nous intéresse. Vous regarderez de nouveau vos photos Non, Alexis Facebook Joly, je et vous vous le demande. verrez. Non, Non, voilà, mais je veux moi, bien je- savoir. moi, je- parce si- que- Chacun Ah bah, regardera. nos téléspectateurs Non, mais n'auront pas forcément ce l'occasion genre de vérifier. d'allégation, Si, soit si, vous madame. allez au Je Jean-Pierre vous Barbier à la oui, retirer madame. parce que ça n'a Oui. aucun fondement. Alors, visiblement, Si je Jean-Pierre peux- Barbier a la réponse, on va donc vous juste, écouter. juste là-dessus, et puis après je vous laisse parler. Mais Madame Motin, il faudra arrêter de faire la tricoteuse au pied de l'échafaud avec ce sujet-là particulier. On ne va pas le citer parce qu'on ne va pas citer le canton. Alors, on va Mais- le citer parce qu'on va remontrer Oui, c'est le la canton liste de- des le candidats. Il canton s'agit du canton de Sandra Motin, Charvieux-Chavagneux. celui de Mais Charvieux-Chavagneux. Et vous sincèrement- faites référence au maire de Charvieux-Chavagneux, Oui, voilà. Gérard Dezampe, Oui. dont le nom apparaît comme celui de tous les Mais concurrents sur ce canton. sincèrement, vous avez l'indignation sélective. Jérémy Lopez, candidat avec Madame Élodie Jacquier-Laforge, adjoint à Bilieu. Non, il n'est pas Attends. candidat. Et attendez, il n'est pas candidat. Néanmoins, il était au Front National initialement. Et maintenant, moi, j'ai des gens de la République En Marche, très clairement, qui le soutiennent. Alors, arrêtons tout ça. Non, Arrêtons c'est tout bien, ça. monsieur s'il vous Barbier. plaît. Monsieur Alors, Lopez a si demandé je peux en placer l'investiture une, s'il et on vous ne plaît, lui a ça serait pas donné sympathique, parce que parce que- justement, il Voilà venait du qui Front je suis quand même moins National. exprimé J'aimerais que- qu'on entende un que- peu Alexis mais- Joly parce il est avec que vous. l'équité des temps de Il est- parole Monsieur doit Barbier, être respectée. je Monsieur soutiens. Joly est en retard. Unanime S'il vous soutien. plaît. Ni investiture. J'espère. Est-ce qu'on peut s'entendre juste parfois, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut juste discuter calmement? Ça peut être agréable aussi parfois. Alexis Joly, on va donc passer à la partie suivante. L'Isère est un département, on le disait, Bah, aux si je multiples peux- territoires. Si je Je peux, pardon, vous tends la perche, avoir un ne mot vous inquiétez là-dessus, pas. parce que j'ai Avec aussi des un choses à nord de dire. l'Isère agricole, plus Je ne rural, répondrai pas à la question tout de qui suite. est une terre sur laquelle votre parti fait de bons scores. Pourquoi Je suis selon désolé, vous je vais prendre 2 minutes quand même pour parler un petit peu du paysage politique isérois. D'abord, je félicite les candidats du Rassemblement national qui ont permis au RN d'être le seul mouvement politique d'être présent sur les 29 cantons. La gauche Alors, est un... c'est à peu près le cas de la Non, droite non, non, et parce du que- printemps isérois alors, également. Parce que la gauche, c'est une alliance d'étiquettes, et puis la droite, pardonnez-moi, Monsieur Barbier, mais il y a un peu à boire et à manger. D'abord, sur certains cantons, alors je dirais pas les noms parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Vous avez une Cette adjointe, règle vous vous avez tracasse beaucoup l'adjointe, tous et toutes. vous avez une adjointe d'une mairie de gauche à Cessin qui est suppléante, Ah, il est pas avec nous, qui celui-là. est suppléante. Ils ont dit qu'ils étaient avec personne. Qui est suppléante sur une candidature
de la droite départementale, Je qui est suis membre... Très sincèrement, j'essaie de me mettre à la place des téléspectateurs, parce que c'est aussi un peu mon métier. Je suis pas sûr que ces petites guerres de personnes intéressent énormément les gens. Attendez, Est-ce qu'on peut avancer peut-être? Est-ce que je peux m'exprimer en tout cas? Moi, Je- je pense que ça évidemment, intéresse les gens de je savoir. vous laisse vous Je exprimer. pense que ça intéresse Mais les gens de peut-on prendre un savoir peu que plus sur la liste de d'auteur droite, il y a des gens qui viennent de gauche. Et puis aussi, monsieur, vous parliez de Jérémy Lopez, qui était du Front National. Mais vous avez aussi, vous, dans vos candidatures, je suis désolé de vous l'apprendre, Suzy Mavelia et Chirol, qui a été adhérente au Front National en 2016, qui a été élue sur une liste de gauche à Échirol en 2020, qui est désormais candidate sur une candidature soutenue donc par la fausse droite départementale et qui fait coller ses affiches par La République En Marche. Et revoilà Alors, dans donc tout ce le petit nom monde de tous les opportunistes, il y a candidats un sur le Rassemblement canton national d'Échirol, qui apparaît décidément. comme un phare dans la tempête. Pour revenir à un niveau départemental, parce que M. Joly, M. Joly nous explique que lui est capable de présenter des candidats partout. Eh oui. C'est extraordinaire, M. Joly. Sur les 34 candidats au régional, ils sont tous candidats au départemental. Et sur mon canton, C'est parce qu'on fait confiance. je suis On ne désolé. parle Ah non, attendez, pas. celui-là, il faut le faire parce que sur Allez, mon canton, on va revoir donc la liste Oui, des voyez la cantons liste. sur Mais la laissez-moi bière. terminer, parce que sur mon canton, c'est quand même extraordinaire. Les deux candidats du Front National sont tête de liste régionale en Haute-Loire. Alors, il y en a une seule, parce qu'il n'y a pas deux têtes de liste régionales, mais ils sont tellement compétents, monsieur Ben Barbier, oui, c'est bon, ils sont pour partout. vous détrôner. Mais comme vous d'ailleurs, vous Quand- êtes à la région et vous allez choisir quoi si vous êtes élu à la région ou le département? Eh bien, je n'aurai pas le choix, il faudra que je quitte mon plus vieux mandat. Vous n'êtes pas au courant de ça, au bout de Ah, 40 je ans de sais politique, pas. monsieur? Donc, vous allez il faire faudrait les mettre à la deux. page, hein. Vous allez faire les deux. Où est le problème? Ah ben je sais Où est pas. le Moi j'ai problème cru que vous étiez contre le Mais vous êtes pour le cumul, vous? Ah bah non, Alors, écoutez, moi j'ai plus qu'un attendez. mandat. Alors, Ceci écoutez, étant dit, Ève, cette division politique, je vois que vous rigolez beaucoup, Ève, cette division politique, on la constate aussi sur un plan géographique entre le nord de l'Isère, qui est plutôt favorable à la droite, voire au Rassemblement national, et le sud de l'Isère, qui est plutôt à gauche. À gauche ou écolo, si on prend le focus Avec grenoblois. Grenoble, effectivement. Voilà. Oui, moi j'ai une question pour Alexis Joly, mais pourquoi le Rassemblement national cartonne autant en Nord-Isère? Moi, je pense Qu'est-ce que qui se passe je pense que les habitants du Nord-Isère sont un petit peu les oubliés. Ce sont des gens qui ont aussi également choisi un mode de vie plus tranquille et qui aspirent aujourd'hui encore à préserver cette tranquillité. C'est pour ça aussi que notre action, elle vise justement à préserver leur tranquillité, notamment en commençant par rétablir la sécurité pour les compétences du département dans les collèges, en finançant notamment des vidéoprotections pour les communes et les villages, mais également en refusant le plan de répartition des migrants qui a été imposé par le gouvernement de La République En Marche et qui n'a pas été contesté ni par Laurent Wauquiez, ni par la droite au conseil départemental. Vous êtes resté bien silencieux là-dessus et c'est bien dommage. Alors, on va regarder cette carte. C'est la carte des cantons dans lesquels le Rassemblement national, à l'époque Front National, est arrivé en tête lors des départementales de 2015. On voit bien effectivement que le nord de l'Isère est très concerné. Au premier tour, effectivement. Sandra Motin, vous souhaitiez réagir? Oui, parce qu'en fait, quelque part, le Nord-Isère, on se sent effectivement souvent un peu oublié, des fois à tort, des fois à raison. On est trop près de Lyon, trop loin de Grenoble, hein, et c'est vrai que les idées du Front National, en fait, elles ne passent pas parce que... National, madame, soyez à la page, soyez moderne, vous on aussi. est sur 2015. On est sur 2015, donc... Les arguments finalement déployés depuis 2015, mais même depuis très longtemps par le Front National et maintenant le Rassemblement National sur l'immigration, l'insécurité, en fait, elles prennent pas vraiment dans le Nord-Isère parce que c'est un territoire assez rural dans lequel on a beaucoup moins de problèmes de sécurité que dans une très grande métropole comme Lyon. Par contre, il y a effectivement ce sentiment d'oubli qui génère un vote, s'il vous plaît, qui génère un sentiment de colère, qui effectivement s'exprime par un premier tour vraiment dominé par le Front National, avec des candidats qui ne font absolument pas campagne. Ils ont juste besoin de mettre quelques affiches, on les voit nulle part, on ne les connaît pas. Ce que vous dites est totalement faux. C'est tout à fait vrai, ne vous inquiétez pas. Croyez-moi, madame, les candidats du Rassemblement National sont des pères de famille, des Est-ce femmes, des travailleurs. est-ce qu'on peut laisser Sandra Motin finir son raisonnement et ensuite... Alexis Joly, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut laisser Sandra Motin finir son raisonnement? Je félicite chaleureusement. Le message est bien passé. On va laisser Sandra Motin finir son raisonnement. Ensuite, j'aimerais beaucoup entendre Benjamin Trocmé sur ce que vous disiez, à savoir que le Nord-Isère peut-être est parfois un peu délaissé ou se sent délaissé. On écoutera le point de vue de Benjamin Trocmé. Donc voilà, donc il y a effectivement ce vote de colère en quelque sorte au premier tour. Et puis après, il y a des choix qui se font, des choix politiques clairs qui se font dans le Nord-Isère. Mais surtout, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'oppose pas le Nord et le Sud, parce que c'est le même département. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences. Il y a des choses qui nous relient. La tradition industrielle, par exemple, du Nord comme du Sud de l'Isère, c'est quelque chose qui nous relie. Les gens sont mobiles.
Peut-être qu'effectivement, on a besoin, surtout au niveau de la région, de plus de mobilité pour avoir finalement plus de liens entre le Nord et le Sud. Mais voilà, je crois qu'il y a une vraie identité iséroise qui existe aussi dans le Nord et que ce vote de colère de premier tour, il est moins, il n'est pas représentatif des idées du Rassemblement national. Mais ils sont délaissés, les habitants du Nord-Isère? Les habitants du Nord-Isère... Ils ne circulent pas à vélo, peut-être. Les habitants du Nord-Isère expriment quelque chose. Monsieur Joly, tout dans sa marotte des migrants, fait une interprétation des résultats. Nous, ce que nous voyons quand même dans le Nord-Isère, c'est aussi un retrait des services publics, des difficultés d'emploi, des difficultés en termes de promotion de l'agriculture. Et donc, tout l'enjeu, en fait, des années à venir, c'est de sortir un petit peu de cette polarité nord-sud, Lyon versus Grenoble, c'est vraiment de remettre de la vie, de remettre des services publics dans ces territoires-là. Monsieur Barbier, il n'y a plus de services publics dans le Nord-Isère? Non, mais je crois qu'il faudrait que M. Trocmé sorte un peu de la métropole. Ça vous ferait énormément de bien. Alors c'est vrai qu'en vélo, c'est compliqué, mais enfin, faites-le, je vous assure. Avant 2015, le Nord-Isère était oublié. C'est vrai. C'est un constat, on l'a fait. Et depuis 2015, mais moi, ce n'est pas opposer le Nord et le Sud, c'est simplement être pragmatique. Sur le Nord-Isère, on a un développement de la population, une augmentation démographique. Sur la métropole, ça stagne, voire ça baisse. Donc le département, depuis 2015, investit massivement sur le Nord-Isère avec des élus compétents et dynamiques. Jean-Pierre Barbier, on a vu énormément de gilets jaunes dans le nord de l'Isère. Le mouvement a vraiment pris dans ce secteur géographique. Benjamin Trocmé, vous parliez de services publics qui manquent. Est-ce que cela, ça peut être une explication à la ferveur qu'ont suscité les gilets jaunes dans le nord du département? Et comment peut-être corriger ce sentiment de délaissement que peuvent avoir les gens du Nord-Isère? Quand on dit service public, c'est service public au sens large. C'est service public de déplacement, c'est des services publics pour travailler sur les déserts médicaux, pour réoffrir à nouveau de l'offre de soins aux Isérois. Vous le faites d'une façon, nous proposons une autre façon. Nous proposons des centres de santé départementaux. Jean-Pierre Barbier, est-ce qu'on peut laisser Benjamin Trocmé argumenter un petit peu? Vous répondrez. Donc, c'est possible. Les services publics, ils sont multiformes. Et des services publics de transport et des services publics de tout ordre. Donc, nous considérons que certains votes protestataires ne retrouvent pas leur base dans ce que peut dire M. Joly, mais c'est aussi d'offrir un développement de tous ces territoires qui soient un petit peu moins dépendants des deux métropoles et de retisser les liens entre campagne et ville, plaine et montagne, pour vraiment permettre à tous ces territoires de se développer. C'est ça notre vision, c'est tout. Concrètement, qu'est-ce que cela peut donner comme proposition? Concrètement, c'est soutenir l'agriculture pour tous les agriculteurs, remettre de l'investissement pour les agriculteurs, pour développer les circuits courts, retisser ces liens entre ville et campagne, retisser les liens entre plaine et montagne avec un soutien à la montagne 4 saisons, la diversification, le soutien aux centres de vacances, de tourisme social et familial. C'est aussi remettre du lien entre urbain et périurbain pour que les personnes ne soient plus dépendantes de la voiture. Vous avez parlé des gilets jaunes. Remettre des offres de transport, que ce soit en transport en commun ou même en covoiturage. Et c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont en fait permettre à des personnes qui aujourd'hui peuvent se sentir exclues, en fait, de dire refaire société au sein de l'Isère et remettre du commun, ce qui est très important aujourd'hui en Isère, dans tous les territoires. Refaire société au sein de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, lors des séances publiques du Conseil départemental, il y a quand même au sein de l'Assemblée, parmi les élus, une espèce de confrontation entre le Nord et le Sud. Est-ce que ce n'est pas aussi... Non, je crois qu'il n'y a pas de confrontation. Il y a en fait des enjeux qui sont différents et des besoins qui sont différents. Et il faut les entendre. Moi, quand j'entends M. Trocmé, les services publics, c'est les transports. Je suis désolé, M. Trocmé, c'est la région. C'est plus le département. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur tous les services, les déserts médicaux, vous proposez quoi de salariés de la médecine? On va installer 130 médecins avec de la médecine libérale. On accompagne les maisons médicales que vous avez refusé de voter. Enfin bref, si vous voulez, sur les services à la population au niveau du département, les services sociaux, sur les services d'accompagnement, on est aussi présent sur le Nord-Isère que sur l'Isère, puisqu'on a 13 maisons de territoire, de manière complètement équitable. Alexis Joly. J'ai un mot à dire également, effectivement, sur les déserts médicaux, on en a parlé. On parle souvent de la ruralité, mais pas seulement. C'est vrai qu'en ville, dans certaines communes, pour parler du meilleur exemple que je connais, à Échirolles, 30 médecins généralistes pour 37 000 habitants. Il y a une maison de santé qui a été
construite avec le soutien de la métropole, de la région, du département. Et on s'est aperçu finalement que cette association, ce bâtiment, cette structure qui est gérée par une association, fait de la politique. C'est une association d'extrême gauche qui appelle à la révolte contre les policiers, qui appelle, encore une fois, vous pensez que je fais une obsession, mais sur l'accueil sans limite des migrants. Voilà aussi ce qu'a financé le président Barbier aussi au sein de son conseil départemental. Alors investissons effectivement et aidons à la mise en place de médecins généralistes dans les territoires un petit peu ruraux, c'est vrai, mais également urbains, en les aidant à s'installer et en construisant des maisons de santé départementales. Je suis tout à fait d'accord, mais gérées de manière différente que celle qu'il y a à Échirolles. Sandra Motin, vous voulez lui répondre ? Non, on peut lui répondre, mais simplement... Elle ne connaît pas le sujet, c'est précis. Précisément, madame, précisément. Je pense que vous... Connaissez-vous le Santé Village 2, madame ? Non. Je ne vais pas parler d'Échirolles, effectivement. Par contre... D'autant qu'on avait rappelé quand même que, selon les règles du CSA, on évitait de parler des cantons spécifiques. Mais comme on est plus précis, on demande des exemples, c'est cette difficile. consigne vous a beaucoup perturbé ce soir. Sandra Motin, je vous écoute. Moi, je voudrais dire qu'effectivement, il est important d'investir, mais attention, je vois beaucoup de départements investir dans la pierre, finalement, dans des lieux. Je sais que vous avez aussi un programme d'attractivité qui est intéressant, qu'il faudrait effectivement pouvoir amplifier encore. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est le nombre de médecins qui ont été formés. Donc, on a voté pour ça des textes pour enlever le numerus clausus, mais ça ne va pas arriver demain. Très concrètement, il y a encore du temps. Et dans cet intervalle, il faut effectivement trouver des solutions. Et moi, je pense par exemple à une des missions du département qui est extrêmement importante, qui est la protection maternelle infantile et les consultations qui peuvent être offertes. On manque cruellement de pédiatres. Dans le Nord-Isère, il n'y en a quasiment plus. Et donc, c'est vrai que ces protections maternelles infantiles, elles ont un rôle extrêmement important à jouer pour les enfants et pour les parents sur les territoires. Je crois qu'il faut continuer et amplifier encore cette action-là de façon à pouvoir accompagner les habitants. Je parle du Nord-Isère, mais c'est vrai partout sur le territoire. Juste sur les médecins, notre majorité a installé 80 médecins. Quand on avait dit qu'on en mettrait 60, on nous a dit vous n'y arriverez pas. On en installe 80, on en a 50 qui attendent et le dispositif fonctionne. On a pris toute la chaîne, sur les déserts médicaux, on a fait quelque chose. Alors bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais nous on fait. Vous parlez. C'est tout ce que vous faites, Monsieur Trocmé ou Monsieur Joly, je suis désolé. On n'est pas encore aux manettes, alors c'est vrai que pour le moment, oui, on ne peut qu'en parler. Écoutez, je pense qu'il vaut mieux. Peut-être un jour viendra où nous ferons mieux que vous. Sur les centres de santé départementaux, c'est un modèle qui marche très bien et qui est tout à fait complémentaire de la médecine libérale. C'est un modèle qui peut être soit associatif, soit purement public. Et c'est un modèle qui marche très bien dans d'autres départements. Et nous considérons que c'est complémentaire de la médecine libérale, que ça apporte d'autres choses, ça permet de faire des choses en matière de prévention, et c'est une réelle innovation. Il faut quand même se souvenir... Si on veut violer la laïcité tous les jours, oui, ça fonctionne. Il faut quand même se souvenir que l'Isère est une terre d'innovation, que l'Isère a eu ses premiers plannings familiaux, que l'Isère a eu les mutuelles, que l'Isère a vu également tout un certain nombre d'innovations. Et aujourd'hui, avec le Covid, on repartirait comme avant. Non, nous souhaitons vraiment porter des choses qui soient... nouveaux, novateurs et qui permettront vraiment d'avoir une offre de soins pour tous les Isérois. Non, mais centre de santé, vous êtes super dans l'innovation, vous reprenez ce qui existe déjà. Nous, ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire, c'est aussi salarier des médecins dans nos maisons de territoire pour faire de la PMI, pour accompagner les personnes âgées et aussi faire de la médecine libérale. C'est ça le salariat qu'on veut mettre en place, mais ce n'est pas revenir à des centres de santé. Vous n'inventez rien, Monsieur Trocmé. Nous souhaitons l'étendre, Monsieur Barbier. Pour finir, moi j'ai envie de vous poser une question un peu polémique sur le... C'est bien, on en a manqué de la polémique. Allons-y. Sur le retour du 90 km/h sur les routes départementales. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez changé d'avis ? Attention, réponse rapide, messieurs et dames. J'ai pas changé d'avis. J'avais dit que quand les routes sont passées à 80 km/h, je les repasserai à 90 km/h. J'ai même gardé les panneaux. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a attendu un laps de temps pour nous autoriser à le refaire. Ensuite, excusez-moi, on pouvait le faire à partir du 1er janvier 2020. Pandémie, confinement. Si je m'occupais du 90 km/h pendant cette période, on allait me prendre pour un fou. Donc on attend simplement de le remettre au débat. Et maintenant, on le remet. Alexis Joly, les 90 km/h. D'autres départements l'ont fait, 36. Bien sûr, on est évidemment favorable au maintien, mais au passage à 90 km/h. On l'avait déjà défendu en 2018 lorsque la baisse avait été annoncée. On regrette effectivement que M. Barbier n'ait pas pu faire deux choses à la fois, parce que depuis 2020, vous auriez pu le faire quand même. Mais non, vous avez le sens des priorités, nous vous soutiendrons. Alors, on ne vous soutiendra pas dans le budget de l'année prochaine. En tout cas, pour cette décision, on vous soutiendra. Voilà. Sandra Motin, les 90 km/h.
Moi, concrètement, alors d'abord, on pouvait le faire un peu avant, c'est ce qui a permis à d'autres départements de le faire, mais moi, j'y suis opposée à ce retour au 90 km/h. Je crois que la question de la sécurité routière, elle est importante. Elle est importante aussi, surtout si on a une vision de nos routes comme étant des vecteurs aussi d'une mobilité différente, d'une mobilité douce aussi, donc en aménageant effectivement les routes départementales. Je ne crois pas que le 90 km/h soit un progrès, au contraire, c'est un retour en arrière. Ce sur quoi, par contre, il faut vraiment travailler, je crois, c'est sur les différents passages de vitesse. Pour vous donner un exemple, entre deux villes, sur une distance de 10 km entre deux villes de ma circonscription, il y a 13 changements de vitesse. Et c'est ça, finalement, qui est dangereux. Benjamin Trocmé, en quelques mots, les 90 km/h pour, contre. 2 chiffres pour être contre. Le premier chiffre, c'est que sur une distance de 50 km, il y a une étude du CEREMA qui a vraiment étudié ce qui s'est passé quand on passe de 80 à 90 km/h. Le premier chiffre, c'est que sur une distance de 50 km, on gagne 50 secondes. Premier chiffre. Le deuxième chiffre, sur les 18 mois où on était passé de 90 km/h à 80 km/h, il a été estimé que sur la France, 350 vies avaient été sauvées. Ces deux chiffres nous suffisent pour nous convaincre que ce retour à 90 km/h est une très mauvaise idée, pour ne pas dire criminelle. Jean-Pierre Barbier, le mot de la fin sur cette question en quelques secondes, parce que le temps file. En quelques secondes, Madame Motin, il ne fallait pas voter la loi LOM qui nous autorise à le faire. Si vous étiez contre, il fallait voter contre cette disposition de la loi qui nous y autorise. Ensuite, Monsieur Trocmé, de jouer avec les vies, eh ben, c'est pas bien. C'est pas bien, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez parce que justement, on était dans la période de confinement et je regrette que ces décisions soient prises sans aucune étude, ni d'ailleurs le passage du 90 à 80, les études, il n'y en avait aucune, et sur le passage du 90 à 80-90, il n'y en a pas non plus. Mesdames, messieurs, ce sera donc le mot de la fin sur les 90 km/h. On avait prévu ce soir de vous parler de tourisme, de l'avenir de nos stations. Visiblement, vous étiez beaucoup trop enjoués pour cela ce soir. En tout cas, bien réveillés malgré l'heure tardive. Merci d'avoir été avec nous. Ève, merci à vous d'avoir été à mes côtés ce soir. On vous retrouve tous les jours, vos articles dans les éditions du Dauphiné Libéré. Le Dauphiné qui fait vivre cette campagne des élections départementales. Nous, on se retrouve dimanche prochain, ici, à partir de 19h, pour notre grande soirée électorale. D'ici là, passez tous une très belle fin de semaine. Surtout, n'oubliez pas d'aller voter, c'est important. Et ce soir, la clarification en Isère a eu lieu. Les projets politiques semblent désormais très clairs. Belle soirée à vous et à dimanche.